Bonjour François Gerlotto. Nous avons vécu récemment et une fois de plus une période électorale où les sondages ont été mis en défaut par la réalité des élections. Deux accusations ont été formulées. La première, c'est que les sondages sont incapables de mesurer la réalité. La seconde, c'est que l'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Or, qu'on le veuille ou non, les statistiques et leurs analyses sont devenues indispensables dans notre vie quotidienne, et pas seulement les sondages. Toute tentative d'anticiper une évolution, de quelque sorte que ce soit, s'appuie sur des statistiques. Alors, la question qui se pose à tous est la suivante. Peut-on croire les statistiques? Peut-on se fier aux modèles sur qui s'appuie sur elles? Oui, merci Bertrand. Effectivement, c'est une question importante puisque les statistiques sont partout et c'est assez compliqué. Alors le plus simple peut-être pour commencer, c'est de prendre un exemple pratique que tout le monde puisse suivre. Je suis industriel, je fabrique des vêtements d'hommes et je veux connaître la taille moyenne des Français et la distribution de leur taille pour adapter ma production. En quelle proportion les hommes ont-ils des tailles inférieures ou supérieures à la taille moyenne? Il y a donc deux questions qui correspondent en termes statistiques à la valeur de la moyenne et à celle de sa distribution. Nous partons évidemment du principe qu'il n'est pas possible de mesurer tous les Français, ça coûterait beaucoup trop cher. Il faut donc mesurer ces tailles sur un échantillon, un nombre d'individus à définir et à choisir au hasard. Sur cet échantillon, j'obtiens ce qu'on appelle un histogramme des tailles, c'est-à-dire la proportion d'individus pour chaque taille. Par exemple, sur un échantillon de 30 hommes mesurés, je peux avoir un histogramme qui me dit que 8 ont la taille moyenne, disons 1m76. Si l'histogramme est symétrique, 7 mesurant 1m75, 7 autres 1m77, 3 mesurant 1m74 et 3 1m78, 1 mesurera 1m73 et un autre 1m79. Il y a deux éléments à prendre en compte pour que ma mesure de taille moyenne soit satisfaisante, sa précision et son exactitude. La précision dépend de la taille de l'échantillon et du soin avec lequel les mesures sont réalisées. Une grande précision est plus coûteuse à obtenir qu'une précision faible. Tout dépend de ce qu'on accepte comme incertitude sur la taille moyenne. Mais il s'agit d'un compromis dont on définit le niveau en fonction de l'exigence de précision et des moyens dont on dispose. Ça ne pose pas de vrai problème statistique. L'exactitude, de son côté, dépend du soin avec lequel est réalisé l'échantillonnage. Si on échantillonne mal, les mesures peuvent être faussées. Par exemple, si j'utilise un mètre ruban qui fait 1m01 au lieu de 1 mètre, mes données, mes tailles seront sous-estimées. C'est ce qu'on appelle un biais en statistique. Et si je ne sais pas que mes mesures ont été mal prises, je n'aurai aucun moyen de savoir qu'il y a un biais. Et comme certains biais sont difficiles à identifier, c'est sur ce point que les risques de se tromper sont les plus grands. Donc pour répondre à ta question, oui, on peut se fier aux statistiques quand les biais sont pris en compte, que l'échantillonnage est correct et que les mesures sont bien faites. La première condition pour que mes mesures soient bonnes, évidemment, c'est d'avoir des instruments de mesure justes. Mais ce n'est pas le seul risque de biais. Il y en a aussi dans le choix de mon échantillon des hommes à mesurer. C'est un peu plus compliqué. Pour mesurer la taille moyenne, il faut un échantillon qui soit représentatif de la diversité des tailles. Si les tailles étaient distribuées réellement au hasard, il suffit alors de mesurer une centaine d'hommes et de faire la moyenne de ces mesures. Et puis voilà. Mais ça n'est pas le cas. Par exemple, en Europe, les habitants du pays du Nord sont plus grands que ceux du Sud. Les Suédois mesurent 1m82 et les Roumains 1m72. Si on part de l'idée que c'est la même chose en France, les habitants des Hauts-de-France seraient plus grands que ceux de l'Hérault. Notre échantillon doit donc se répartir sur toutes les régions. Quand il est bien fait, la taille moyenne est facile à calculer. Il nous donnera ce qui est en France le cas, 1m76. S'il ne l'est pas, on a un autre problème, lui aussi impossible à identifier. Un échantillonnage qui aura été effectué sans avoir une connaissance de cette caractéristique, lui aussi sera biaisé. Et il n'y a aucun moyen de débiaiser les mesures. Bon, il y a d'autres exigences plus fondamentales. On ne peut pas appliquer n'importe quelle méthode statistique sur n'importe quel jeu de données, mais ça,
c'est le travail des statisticiens de choisir les bonnes méthodes. Nous avons vu que les résultats récents des instituts de sondage n'ont pas présenté la réalité du vote. Est-ce que c'est donc à ce niveau que se situeraient les erreurs des sondages et des échantillonnages réalisés sans connaître vraiment la réalité des phénomènes mesurés? Tout à fait. Les instituts de sondage sont des professionnels, ils ont une très grande expérience dans ce domaine et ils ont longtemps pu s'appuyer sur les résultats antérieurs pour débiaiser les données, en donnant par exemple un coefficient supérieur à certains comportements sous-estimés dans les mesures. Ils ont construit des modèles qui prennent en compte ces caractéristiques. Ça se fait partout. On voit souvent par exemple des résultats corrigés des variations saisonnières en météo, en économie, etc. On emploie un modèle qui prend ces variations en compte, qui applique un facteur correctif sur chaque donnée en fonction de la date à laquelle elle a été recueillie. Dans notre exemple sur les tailles, ça reviendrait à se dire je n'ai pas les moyens d'aller dans toute la France pour mesurer les hommes, mais je vais calculer un facteur de correction. Par exemple, si je fais mes mesures dans le nord et que je sais qu'il y a autant d'habitants dans le nord que dans le sud, et que je sais par ailleurs que les gens du nord mesurent 2 cm de plus que les gens du sud, j'applique ce facteur de correction. Dans notre modèle, ce sera la taille d'un Français égale la taille d'un nordiste divisé par un facteur correctif. C'est ça que font tous les organismes de sondage. Et tous les organismes qui font des modèles prévisionnels, tous les modèles prévisionnels sont construits comme ça. Alors, pour les sondages politiques, le problème récent, c'est que les stratégies de vote des populations se sont complexifiées. Les premiers cas qu'on a eus, ça a été quand on s'est rendu compte que les électeurs de Jean-Marie Le Pen ne disaient pas qu'ils allaient voter pour lui. Il y a eu des biais dans les sondages, il y a eu des sous-estimations du vote du Front National, et les instituts ont élaboré des modèles correctifs. Mais les choses se sont compliquées. Les électeurs maintenant votent souvent en fonction du résultat des sondages précédents. C'est ce qu'on appelle le vote utile. L'électeur ne vote pas pour le candidat sur lequel il a exprimé sa préférence dans l'enquête, mais pour celui qui pourrait faire éliminer celui qu'il déteste le plus. En gros, mon candidat préféré est A, mais il n'a aucune chance d'éliminer B, que je déteste, donc je vote C, que je n'aime pas, mais dont les enquêtes me disent qu'il pourrait bloquer B. Ça devient compliqué. Il y a ce qu'on pourrait appeler un biais circulaire, influencé par les enquêtes, très difficile à corriger, ou en tout cas, qui n'est pas encore corrigé correctement. C'est lui qui explique que les différences entre le vote et le dernier sondage soient si fortes, et que les effondrements des petits candidats par rapport aux estimations soient si importants. Les statistiques sont souvent données avec une fourchette d'estimation de leurs résultats. De quoi s'agit-il? Oui, la fourchette de résultats, ça représente les valeurs statistiques maximales et minimales entre lesquelles on est à peu près sûr que la valeur moyenne se trouve. Il ne s'agit pas de valeurs extrêmes, mais des valeurs au-delà desquelles il n'y a plus qu'un très faible pourcentage de données. On peut choisir la sécurité, la fourchette que l'on veut, 90%, 95%, 99%, etc. Pour revenir à notre exemple des tailles, une fourchette de plus ou moins 5 cm au seuil de 90% veut dire que 90% des mesures seront comprises dans la fourchette. Autrement dit, on a calculé une taille moyenne de 1,760 m. Bien sûr, un autre échantillonnage aurait pu nous donner 1,759 m. Et dans tous les cas, il y a 9 chances sur 10 pour que la valeur réelle se trouve comprise entre 1,71 m et 1,81 m. C'est ça la fourchette. Donc, si les mesures ont été bien prises, que les modèles sont corrects et que l'on nous donne une fourchette d'estimation, on peut faire confiance aux statistiques. Exactement. Mais maintenant, l'expression « on fait dire ce qu'on veut aux statistiques » n'est pas complètement fausse. J'ai eu l'occasion d'écouter un débat stupéfiant un jour à la radio entre des écologistes et le porte-parole d'un producteur de pesticides. Les écologistes présentaient des résultats scientifiques montrant les effets négatifs du pesticide sur les abeilles. La réponse du porte-parole a été « les scientifiques disent que cet effet n'est pas significatif au seuil 99%, donc il n'y a pas d'effet ». Évidemment, c'est faux. Il est de règle en recherche, ça c'est important à savoir, de fixer un seuil de signification. Autrement dit, un seuil où l'on considère la probabilité suffisamment forte pour que le phénomène observé soit considéré comme vrai. En général, on utilise 95 ou 99%. Ça veut dire que le scientifique s'interdit de considérer un phénomène dont il n'est pas sûr à 99% qu'il est juste.
S'il avait un peu baissé son niveau d'exigence, par exemple à 90%, il aurait pu dire que la relation est bonne, est significative, au seuil 90%. Alors, traduire, je ne suis pas sûr à 99% que cette relation que j'ai observée est bonne, par il n'y a pas de relation, c'est un mensonge. Et c'est là, c'est vrai que le porte-parole fait dire ce qu'il veut aux statistiques. Mais les statistiques, elles, ne disent pas n'importe quoi. Il faudra donc être vigilant sur la façon dont ont été collectées et traitées les statistiques, et bien plus encore sur la façon dont elles sont présentées.